Je m'appelle Margaret Lawson et le moment où l'avocat de mon ex-mari a fait glisser un dossier épais sur ma table de cuisine en annonçant que le tableau valait 3,1 millions de dollars, mon beau-fils de 17 ans s'est penché vers moi et a murmuré. Laisse-moi gérer ça. Je me souviens avoir pensé que c'était impossible. Je me souviens m'être dit qu'il n'était encore qu'un enfant. Le dossier est tombé avec un bruit sourd sur la vieille table en chêne marquée de coups que mon père avait acheté d'occasion en 1989. La même table où Ethan faisait ses devoirs, où je payais les factures, où je pleurais en silence après de longues journées de travail. La main de l'avocat était soignée, pâle, parfaitement stable. Derrière lui, la cafetière vibrait et sifflait, terminant une préparation qui, soudain, me parut inutile. Il s'est raclé la gorge. Madame Lawson, mon client est prêt à faire valoir ses droits légaux en tant que père biologique. En face de moi, Richard Lawson était assis bien droit, sûr de lui, dégageant une légère odeur de parfum coûteux. Il n'avait pas beaucoup changé. Toujours beau, d'une élégance lisse et impeccable. Toujours doué pour faire comme si rien ne s'était jamais passé. 12 ans. 12 ans que je ne l'avais pas vu. J'ai regardé Ethan. Il évitait mon regard. Ses doigts tapotaient légèrement sa cuisse. 1, 2, 3, 4. Sa façon à lui de rester calme quand le monde devenait trop bruyant. Mais ses yeux étaient fixés sur le dossier, concentrés, perçants. 3,1 millions de dollars, a répété l'avocat, comme si je ne l'avais pas entendu la première fois. Le tableau a été vendu le mois dernier à Chicago. Richard a souri. Pas à moi. À la pièce. Comme si tout était déjà réglé. J'aurais dû crier. J'aurais dû lancer ma tasse contre le mur. Au lieu de ça, je me suis sentie épuisée. Fatiguée jusqu'aux os. Je me suis tournée vers mon propre avocat, assis à côté de moi, et j'ai dit doucement. Qu'il le prenne. Le sourire de Richard s'est élargi. C'est là qu'Ethan s'est penché vers moi, la voix basse et posée. Margaret, laisse-moi gérer ça. La pièce est devenue silencieuse. L'avocat a levé un sourcil. Richard a laissé échapper un petit rire. C'est une affaire entre adultes, a-t-il dit. Il n'a même pas. Ethan s'est levé. Pas brusquement. Pas de façon dramatique. Juste assez pour qu'on le remarque. Je m'appelle Ethan Lawson, a-t-il dit d'une voix stable. J'aimerais entendre la demande à nouveau. Lentement. Quelque chose a changé à cet instant. Je l'ai senti dans ma poitrine. Mais tout ça n'a pas commencé dans ma cuisine. Ça a commencé il y a 12 ans, à Toledo, dans l'Ohio, un soir où Richard a fait sa valise et m'a annoncé qu'il partait. Il disait avoir besoin d'une autre vie. Il disait qu'il ne supportait plus tout ça. Il n'a pas regardé Ethan en le disant. Ethan avait 5 ans. Il était assis sur le tapis du salon, alignant ses petites voitures par couleur. Je lui ai parlé de pension alimentaire, de visite, de responsabilité. Richard a répondu. Mon avocat s'en occupera. Puis il est parti. Il n'est jamais revenu. Après ça, j'ai élevé Ethan seul. Nous avons déménagé à Cedar Falls, dans l'Iowa, où le loyer était moins cher et où personne ne connaissait notre histoire. Je travaillais le matin dans un dîner et le soir dans une épicerie. À l'école, Ethan avait du mal. Le bruit le dérangeait. Les lumières. Le chaos. La nuit, quand la maison était silencieuse, il peignait. Au début, ce n'était que des couleurs, des formes. Puis des scènes. Une table de cuisine sous une lumière chaude. Les mains d'une femme jointes comme en prière. Des champs de maïs au crépuscule. Des choses familières, rassurantes. Certaines semaines, j'achetais ces peintures au lieu de faire les courses. Je mangeais des céréales le soir et je me disais que ce n'était que temporaire. Ça en valait la peine. Quand Ethan a eu 15 ans, une professeure d'art plastique locale a insisté pour que nous demandions un conseil juridique. Elle disait qu'un talent comme le sien devait être protégé. Nous avons rencontré un avocat d'une petite ville qui nous a aidés à ouvrir un compte sous tutelle. Tout était fait dans les règles, transparent, prudent. Personne n'imaginait que cela aurait autant d'importance. Quand la galerie de Chicago a appelé, j'ai cru à une arnaque.
Quand le tableau s'est vendu, j'ai pleuré dans les toilettes au travail. Pas à cause de l'argent. Mais parce que quelqu'un avait enfin vu ce qu'Ethan essayait de dire depuis toutes ces années. C'est là que Richard est réapparu. Il nous a retrouvés grâce à un article dans le journal local, a engagé un avocat à des moines et a déposé une demande en tant que père d'Ethan. Et maintenant, il était assis dans ma cuisine comme s'il n'était jamais parti. L'avocat a ajusté sa cravate. Nous commencerons par une médiation, a-t-il dit. Mais mon client est confiant. Richard a enfin regardé Ethan. Fiston, ça n'a pas besoin d'être moche. Ethan n'a pas répondu tout de suite. Ses doigts ont cessé de tapoter. Il a pris une inspiration. Tu n'étais pas là, a-t-il dit. Alors tu n'as pas le droit de décider de ça. Richard a ricané. Le sang reste le sang. Ethan a légèrement incliné la tête. Les contrats restent des contrats. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. L'avocat a froncé les sourcils. Pardon ? Ethan a ouvert son sac à dos et en a sorti un carnet fin, usé, étiqueté par date. J'ai tout gardé, a-t-il dit. Les emails, les notifications du tribunal, les historiques de paiement. Le sourire de Richard s'est effacé. L'avocat s'est levé. Cette réunion est terminée. Alors qu'il quittait la pièce, Richard s'est retourné. Ce n'est pas fini. Ethan l'a regardé partir, calme, concentré. Je me suis laissé tomber lourdement sur ma chaise. Ethan, qu'est-ce que tu fais ? Il m'a regardé. Vraiment regardé. Je termine quelque chose. Dehors, le vent faisait vibrer les fenêtres. La cafetière s'est éteinte avec un clic. La maison s'est posée autour de nous. Et pour la première fois en 12 ans, j'ai compris que Richard avait sous-estimé la mauvaise personne. Quand les gens entendent le chiffre en premier, ils pensent que l'histoire commence avec l'argent. Ce n'est pas le cas. Elle commence par une absence. Richard est parti un mardi soir de mars. Je m'en souviens parce que les poubelles étaient ramassées le mercredi et que sa valise a heurté le conteneur quand il l'a traînée dans l'allée. Il disait qu'il partait en Floride. Que le climat l'aidait à réfléchir. Je me tenais sur le seuil, tenant un enfant de 5 ans qui n'aimait pas qu'on le touche quand il était submergé, mais qui s'accrochait à moi quand même. Papa part en voyage, ai-je dit à Ethan. Richard ne m'a pas corrigé. Le vendredi, son téléphone était déjà coupé. Nous sommes restés à Toledo un an après ça, surtout parce que déménager coûte de l'argent quand on n'en a pas. Ethan a commencé la maternelle et chaque matin était une négociation. Le bruit. Les lumières. Les enfants qui criaient. Il se balançait d'avant en arrière sur le canapé, pressant ses paumes l'une contre l'autre, murmurant des chiffres pour lui-même. Un matin, après une crise si violente que les voisins ont frappé à la porte pour vérifier si tout allait bien, j'ai appelé Richard. J'ai laissé un message. J'ai demandé de l'aide. Il m'a répondu par email 2 jours plus tard. Ce n'est plus mon problème. J'ai gardé ce message. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Je l'ai simplement gardé. Puis il y a eu Cedar Falls. L'Iowa n'avait rien de romantique. Mais c'était abordable. Un appartement de 2 chambres en location, avec un porche grinçant et une cuisine qui sentait le vieux nettoyant au pain. J'ai trouvé du travail dans un dîner sur Main Street. Service du matin, remplissage de café, homme qui se plaignait du temps, femme qui laissait des pourboires en pièces de monnaie. À cette époque, Ethan ne parlait pas beaucoup. Pas en phrases complètes. Mais il écoutait. Il observait. Il repérait les schémas. Il alignait ses céréales par couleur avant de les manger. Si j'achetais une autre marque, il devenait silencieux pendant des heures. L'argent manquait toujours. Certaines nuits, je mangeais du pain grillé pour qu'Ethan ait du poulet. Certaines semaines, je devais choisir entre l'essence et la peinture. La peinture a commencé par hasard. Un soir d'hiver, après une coupure de courant pendant une tempête, Ethan a traîné un vieux carton hors du placard. À l'intérieur, des peintures scolaires que quelqu'un avait données. Sèches, craquelées. Il a ajouté de l'eau, mélangée avec soin, s'est assis à la table sous une lanterne et a peint jusqu'à minuit. Ce qui en est sorti n'était pas une image. C'était une sensation.
Une table de cuisine. Des mains jointes. La lumière tombant exactement comme il faut. Je l'ai regardé jusqu'à en avoir les yeux qui brûlent. À partir de là, la peinture est devenue son langage. Quand l'école le submergeait, il peignait. Quand il ne pouvait pas expliquer pourquoi quelque chose lui faisait mal, il peignait. J'ai appris à lire les couleurs comme d'autres mères lisent les visages. Il y a eu de mauvaises années. Des années où la voiture ne démarrait pas. Des années où Ethan hurlait parce que l'étiquette de son t-shirt lui griffait la nuque. Une fois, quand il avait 10 ans, il a fait une crise sensorielle si violente que nous avons fini aux urgences, lumière fluorescente, moniteur qui bip. J'ai rappelé Richard. 3 messages. Il n'a jamais répondu. La facture est arrivée 2 semaines plus tard. J'ai pleuré dans la buanderie pour qu'Ethan ne m'entende pas. Cet hiver-là, nous avons mangé des céréales au dîner plus souvent que je n'aime l'admettre. Je lui disais que c'était amusant. On économise, a-t-il dit, comme si c'était évident. J'ai hoché la tête et avalé ma honte. Au collège, Ethan a commencé à tenir des carnets. Date. Heure. Ce qui s'était passé. Pas des émotions. Des faits. Quand l'école appelait. Quand le propriétaire réparait le chauffage. Quand je faisais des doubles services. Quand Richard ne se présentait pas aux audiences dont il avait été informé. Je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Il l'a fait tout seul. À 15 ans, sa prof d'art plastique, Madame Klein, m'a prise à part après une exposition locale. Vous devez le protéger, m'a-t-elle dit. Elle ne parlait pas physiquement. Elle parlait légalement. Nous avons rencontré un avocat nommé Tom Bradley. Local, cheveux gris, costume bon marché. Il parlait lentement et expliquait chaque chose 2 fois. Il nous a aidés à mettre en place un compte sous tutelle et un trust pour protéger Ethan si un jour de l'argent arrivait. Je me souviens avoir ri nerveusement quand il a dit ça. L'argent ne venait jamais à nous. Pas comme ça. Jusqu'à Chicago. La galerie sentait le vin et l'argent. Ethan portait son casque anti-bruit et restait près de moi. Quand les enchères ont commencé, je ne comprenais pas ce qui se passait. Les chiffres fusaient. Les gens hochaient la tête. Puis le marteau est tombé. 3,1 millions de dollars. Ethan a serré ma main une fois, fort, puis l'a lâché. L'article est sorti 1 semaine plus tard. Un jeune artiste de l'Iowa bat des records. Il y avait une photo d'Ethan, raide, les mains jointes. Richard a dû reconnaître le nez. Les yeux. C'est là que les lettres ont commencé. Maintenant, assise dans ma cuisine après leur départ, je fixais la porte longtemps après qu'elle se soit refermée. Tu n'es pas obligé de faire ça, ai-je dit à Ethan. On peut trouver un arrangement. On peut en finir. Il a secoué la tête. Il ne nous a pas oubliés. Il nous a ignorés. Ce n'est pas la même chose. C'est là que j'ai compris que pendant que je survivais, Ethan se préparait. Et pour la première fois depuis le départ de Richard, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Ni colère. Ni peur. De la clarté. La 2e fois, Chicago m'a paru trop bruyante. La galerie se trouvait près de Michigan Avenue, tout en verre et pierre polie, le genre d'endroit où les gens chuchotent même quand ils sont enthousiastes. Le sol reflétait la lumière comme de l'eau. Chaque pas résonnait. Ethan a serré davantage son casque sur ses oreilles. Sa mâchoire s'est crispée. Ses yeux cherchaient les sorties, comme toujours dans les lieux inconnus. « Ça va ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête une fois. Ça voulait dire, pas vraiment, mais gérable. Le tableau était accroché seul sur un mur blanc, éclairé par le haut. Il s'appelait Evening Atom. Pas de visage. Juste une table de cuisine, 2 chaises et une lampe diffusant un cercle de lumière chaude. Le genre de scène devant laquelle la plupart des gens passent sans s'arrêter, sauf s'ils l'ont vécu. Un homme en blazer sombre se tenait à côté, les bras croisés. Ça paraît sincère, a-t-il dit sans s'adresser à quelqu'un en particulier. Comme de l'endurance. Ethan n'a pas répondu. Il ne le faisait jamais. Quand des inconnus parlaient de son travail au lieu de lui parler à lui, il fixait le sol,
doigt tapotant légèrement sa cuisse. 1, 2, 3, 4. Pour s'ancrer. La vente avait déjà eu lieu. Cette visite était pour la paperasse et les photos de presse. J'ai détesté chaque minute. Un journaliste m'a demandé ce que ça faisait d'élever seul un enfant surdoué. J'ai donné une réponse polie et changé de sujet. Un autre a demandé où était le père d'Ethan. Il n'est pas impliqué, ai-je répondu. Plat. Définitif. L'article est quand même sorti. Journal régional du Midwest. Petit tirage, mais suffisant. 3 jours plus tard, Tom Bradley m'a appelé. Maggie, votre ex-mari a pris un avocat. Je n'étais pas surprise. Juste fatiguée. La première médiation a été fixée pour la semaine suivante, à Des Moines. Bureau neutre. Mur beige. Café au goût brûlé. Richard est arrivé en avance, penché en arrière sur sa chaise comme s'il possédait l'endroit. Son avocat, plus jeune, chaussures impeccables et sourire encore plus aiguisé, parlait pour lui. Le sang reste le sang, a-t-il dit en écartant les mains. Monsieur Lawson a des droits. Ethan était assis à côté de moi, épaules tendues. La pièce bourdonnait, lumière, ventilation, vibration. Trop. Je sentais son genou trembler de plus en plus vite. Je me suis penchée vers lui. Respire. Il a respiré. L'avocat a fait glisser un document sur la table. Nous demandons une part équitable des bénéfices. J'ai regardé le visage de Richard. Attentif. Confiant. Cet argent ne m'appartient pas, ai-je dit. Il ne m'a jamais appartenu. L'avocat a cligné des yeux. Pardon ? Il appartient à Ethan. Via un trust sous tutelle établi il y a 2 ans. Richard a ri. On ne peut pas juste cacher de l'argent. Tom Bradley s'est raclé la gorge. Il n'est pas caché. Il est documenté. Ethan a levé la tête. Page 3, a-t-il dit doucement. Tout le monde s'est tourné vers lui. Le trust, a-t-il continué d'une voix stable, a été établi quand j'avais 15 ans. Il est irrévocable sans autorisation du tribunal. Les fonds sont strictement encadrés. L'avocat a froncé les sourcils en tournant les pages. Vous avez répété ça. Ethan a secoué la tête. Je l'ai étudié. Le sourire de Richard s'est crispé. Le médiateur a proposé une pause. Dans le couloir, Ethan a plaqué ses mains contre ses oreilles, respirant trop vite. Trop, a-t-il murmuré. Nous avons trouvé un coin calme près de l'escalier. Je lui ai frotté le dos, comptant les respirations avec lui. Il a fermé les yeux. Je peux le faire, a-t-il dit. Juste pas tout d'un coup. De retour dans la salle, Richard s'est penché en avant. Fiston, a-t-il dit en baissant la voix. Ça n'a pas besoin d'être moche. Ethan l'a regardé. Vraiment regardé. Tu es parti, a-t-il dit. Ce n'est pas moche. C'est un fait. La pièce s'est figée. Après la réunion, Tom m'a prise à part. Il est bon, a-t-il dit. Mais l'avocat de votre ex va creuser. Je sais, ai-je répondu. Le soir, à l'hôtel, Ethan était assis sur le lit, son carnet ouvert, rempli de dates, d'avis du tribunal, d'impressions de mai. Qu'est-ce que tu cherches ? Ai-je demandé. Des schémas, a-t-il répondu. Et des trous. Il m'a montré une chaîne de mai d'il y a des années. À peine me souvenais-je. Richard refusant des visites. Un autre refusant d'assister à une réunion scolaire. Puis un que je n'avais jamais vu, transféré par le greffe, concernant une pension alimentaire impayée et une audience manquée. Ils ont envoyé des notifications, a dit Ethan. Il n'est pas venu. Ma poitrine s'est serrée. Tu as gardé tout ça ? Oui. J'ai repensé aux nuits où je pleurais dans la buanderie. Au matin où je souriais malgré tout. À la façon dont Ethan observait tout, en silence, classant chaque chose. L'argent change les gens, ai-je murmuré, plus pour moi que pour lui. Ethan a levé les yeux. Non. Il les révèle. Dehors, la circulation bourdonnait. Des sirènes au loin.
Une ville qui ne nous connaissait pas et n'avait pas besoin de nous connaître. Mais Richard, lui, savait maintenant. Et il allait apprendre autre chose. J'ai dit à Tom Bradley que j'étais prête à coopérer. Les mots avaient un goût amer, mais je les ai prononcés quand même. Tom m'a regardé par-dessus ses lunettes, surpris, peut-être un peu déçu. Vous êtes sûr? Je suis fatigué, ai-je dit. Et ça, c'était vrai. Si lui donner une part pouvait accélérer la fin, alors d'accord. La nouvelle a circulé vite. L'avocat de Richard a appelé le lendemain matin, soudain aimable. Il a proposé des échéances, avancé des chiffres, parlé comme si nous étions déjà à mi-chemin d'un accord. Richard a laissé un message vocal ce soir-là. Maggie, a-t-il dit d'une voix douce, presque gentille. Je suis content que tu sois raisonnable. Je l'ai supprimé sans répondre. À l'intérieur, tout se tordait. Chaque instinct maternel me hurlait de ne pas céder. Mais quelque chose d'autre, plus ancien, plus silencieux, me disait d'attendre. De le laisser croire qu'il gagnait. Ethan n'a pas beaucoup parlé au début. Il m'observait. Comme toujours quand quelque chose changeait. Cette nuit-là, la pluie ne s'arrêtait pas. Elle frappait la fenêtre de la cuisine par rafales irrégulières, comme des doigts impatients. J'étais assise à la table, entourée de vieux dossiers, déclarations d'impôts, lettres de l'école, factures médicales jamais totalement réglées. Je suis peut-être en train de faire une erreur, ai-je dit à voix haute. Ethan se tenait dans l'encadrement de la porte, se balançant légèrement sur ses talons. Peut-être, a-t-il dit. Puis il a ajouté. Mais les erreurs aussi laissent des traces. Il s'est approché et a désigné les dossiers. Il nous faut tout. Surtout ce que tu n'aimes pas regarder. J'ai ri, bref et amer. Il y en a beaucoup. Nous avons travaillé tard. Le frigo ronronnait. L'horloge faisait tic-tac assez fort pour agacer. Ethan organisait les papiers en pinettes, les étiquetant de son écriture précise. Les dates comptaient pour lui. Les séquences étaient des preuves. À un moment, sa respiration a changé, plus courte, plus rapide. Ses doigts ont commencé à taper plus fort contre la table. J'ai reconnu les signes. Trop. Il a hoché la tête. Nous nous sommes arrêtés. Assis en silence. J'ai compté les respirations avec lui jusqu'à ce que ses épaules redescendent. Je peux continuer, a-t-il dit. Non, ai-je répondu fermement. Tu peux te reposer. Il n'a pas protesté. Le lendemain, j'ai retrouvé mon amie Carole pour un café. Elle me connaissait depuis l'époque du dîner. Elle a écouté en silence pendant que je lui racontais la médiation et ma décision de coopérer. Tu le laisses gagner, a-t-elle dit doucement. J'ai fixé ma tasse. Je sais ce que ça donne comme impression. Elle a serré ma main. N'oublie pas qui tu es. Cette nuit-là, le doute s'est installé. Un vrai doute. Celui qui te fait fixer le plafond et rejouer chaque décision de ta vie. J'ai pensé appeler Richard. Proposer un arrangement. Choisir la paix plutôt que l'orgueil. À 2 heures du matin, j'étais seule dans la cuisine. La pluie frappait toujours la vitre. L'ancienne cafetière s'est mise en marche par habitude. Je n'ai même pas bu le café. J'ai ouvert le carnet d'Ethan. Des listes. Des emails imprimés et annotés. Des notes issues des sites du tribunal. Une page surlignée a attiré mon regard. Avis d'audience pour défaut de paiement de pension alimentaire. Défendeur absent. Mes mains se sont mises à trembler. Tu as gardé ça, ai-je murmuré. Je m'en souviens, a dit Ethan derrière moi. Je ne l'avais pas entendu entrer. Ils te l'ont envoyé quand j'avais 8 ans. J'ai fermé les yeux. Je revoyais l'enveloppe. La peur. Le moment où je l'avais glissée dans un tiroir, faute d'énergie pour m'en occuper. Je pensais que ça n'avait plus d'importance. La voix d'Ethan est restée calme. Ça compte parce qu'il veut du crédit pour quelque chose qu'il n'a pas fait. La médiation suivante était tendue. L'avocat de Richard a appuyé plus fort, sentant une faiblesse. Il parlait de « droits parentaux » et des « équités ». Richard hochait la tête, suffisant.
Puis Tom a fait glisser un document sur la table. Avant de parler chiffres, a-t-il dit, nous devons aborder les obligations en suspens. L'avocat a froncé les sourcils. Quelles obligations? Ethan s'est penché en avant. La pension alimentaire, a-t-il dit. Et l'abandon. Richard a ri. C'est de l'histoire ancienne. Ethan a soutenu son regard. L'histoire reste une preuve. L'avocat de Richard a tenté d'interrompre. Le médiateur a levé la main. La jambe d'Ethan tremblait sous la table. J'ai serré son genou. Il a inspiré. Il y a eu plusieurs notifications, a-t-il dit. Il ne s'est pas présenté. Il existe un dossier auprès de l'État. Quelque chose a changé dans la pièce. Pas encore une victoire. Mais un doute. L'avocat de Richard a demandé du temps pour examiner les documents. La réunion s'est terminée plus tôt que prévu. Dehors, Ethan a expiré comme s'il retenait son souffle depuis le matin. Ça va? Ai-je demandé. Oui, a-t-il dit. Puis, après une pause. Fatigué. Moi aussi. Mais sous la fatigue, il y avait autre chose désormais. Une stabilité. La sensation que céder n'avait jamais été une capitulation. C'était une stratégie. Richard pensait que j'étais faible parce que j'étais silencieuse. Il n'avait aucune idée de la force que peut contenir le silence. Le palais de justice du comté de Black Hawk sent le papier et le vieux café. C'est la première chose que j'ai remarquée en m'asseyant sur le banc en bois dur devant la salle d'audience B. Mon sac serrait trop fort sur mes genoux. L'horloge au-dessus de la porte faisait tic-tac plus fort qu'elle n'aurait dû. Chaque bruit semblait amplifié, des semelles qui frottent, une toux dans le couloir, des murmures étouffés derrière les lourdes portes. Ethan était assis à côté de moi, mains jointes, dos droit. Il portait le même pull gris qu'il mettait toujours quand il avait besoin de se sentir stable. Son pied a tapé une fois, puis s'est immobilisé. Il a pris une lente inspiration. Tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas, ai-je murmuré. Je veux, a-t-il répondu. Juste pas vite. À l'intérieur, Richard faisait les 100 pas. Il avait l'air irrité, maintenant. Plus suffisant. Son avocat lui parlait par phrases rapides en pointant un bloc-notes. Quand Richard a jeté un coup d'œil dans notre direction, son regard a glissé sur Ethan pour se poser sur moi. Cette fois, aucun sourire. On nous a appelés. La salle d'audience était plus petite que je l'imaginais. Mur beige. Drapeau américain dans un coin. Quelques personnes assises derrière nous, journalistes locaux, curieux. La juge, une femme d'une 60aine d'années, regard perçant et voix calme, s'est installée et a balayé la salle du regard. Ce tribunal est réuni pour déterminer la validité de la requête du demandeur. Nous pouvons commencer. L'avocat de Richard a pris la parole en premier. Grand, assuré, parlant de biologie, de droit, d'équité. Il a reconnu des erreurs, mais a insisté, Richard restait un père. L'argent représentait une opportunité. Et une opportunité devait être partagée. Richard hochait la tête, mains croisées, comme s'il était à sa place. Quand ce fut notre tour, Tom s'est levé. Mais avant qu'il ne parle, Ethan a légèrement levé la main. La juge a paru surprise, puis intriguée. Jeune homme? J'aimerais m'exprimer, votre honneur, a dit Ethan. Sa voix était douce, mais elle portait. L'avocat de Richard s'est agité. Votre honneur? La juge a levé la main. Je l'autorise. Ethan s'est levé. Ses mains tremblaient au début. Je le voyais. Je le sentais aussi, comme un courant entre nous. J'ai eu envie de le toucher, mais je ne l'ai pas fait. Je lui faisais confiance. Je m'appelle Ethan Lawson. J'ai 17 ans. Je suis l'artiste. Un murmure a parcouru la salle. J'avais 5 ans quand mon père est parti, a-t-il continué. Je ne l'ai plus revu. Ni à l'école. Ni à l'hôpital. Ni au tribunal. Richard fixait droit devant lui. Ethan a ouvert son dossier. Page soigneusement attachée. Voici les notifications envoyées à mon père concernant les audiences pour pension alimentaire.
Il ne s'est pas présenté. Voici des emails refusant les visites. Et ceci. Il a levé la dernière feuille. C'est un email envoyé quand j'ai été admis aux urgences. Tom l'a lu à voix haute. Les mots de Richard ont résonné dans la salle silencieuse. Froid. Détaché. Sans équivoque. Ce n'est plus mon problème. Quelqu'un a halté au fond de la salle. Puis le silence. L'avocat de Richard s'est levé brusquement. Objection. Asseyez-vous, a dit la juge calmement. J'écoute. Ethan s'est arrêté un instant. Sa respiration s'est accélérée. Les lumières étaient fortes. Trop fortes. Je l'ai vu presser ses doigts l'un contre l'autre sous la table pour s'ancrer. Je me suis levée et j'ai posé une main légère sur son dos. Il a hoché la tête et a repris. Le trust a été créé légalement. L'argent m'appartient pour mes soins, pour mon avenir. La juge s'est penchée en avant. Monsieur Lawson, a-t-elle dit à Richard, avez-vous contesté ces notifications à l'époque? Richard a ouvert la bouche. L'a refermée. Non, a-t-il fini par dire. La juge a hoché la tête une fois. Votre requête est rejetée. Les mots ont résonné comme une cloche. Le visage de Richard s'est vidé de toute couleur. Son avocat a rassemblé ses papiers, soudain très silencieux. Au fond, quelqu'un a chuchoté. Waouh! Ethan s'est rassis lentement. J'ai pris sa main. Il l'a serrée une fois. À la sortie, les journalistes nous ont encerclés. J'ai protégé Ethan de mon corps, le guidant à travers le bruit. Sa respiration était rapide, mais son regard clair. Tu l'as fait, ai-je murmuré. Il a secoué la tête. On l'a fait. Richard nous a croisés dans le couloir. Il avait l'air plus vieux. Plus petit. Pour la première fois, il a regardé Ethan. Ce n'était pas censé se passer comme ça, a-t-il marmonné. Ethan n'a pas répondu. Nous sommes sortis au soleil. Le vent était frais. Les portes du tribunal se sont refermées derrière nous avec un bruit lourd et définitif. Pendant 12 ans, j'ai porté le poids de l'abandon. Aujourd'hui, je l'ai posé. Le trajet du retour depuis Waterloo s'est fait en silence. Pas le silence tendu qui vous fait mal aux épaules. Un silence doux, qui s'installe comme le crépuscule. La radio jouait doucement une vieille chanson country. Je ne la connaissais pas. Une guitare style fredonnait en arrière-plan. La route s'étendait devant nous, plate et familière, des champs de maïs encore bruns de l'hiver de chaque côté. Ethan regardait par la fenêtre. Ses épaules étaient enfin détendues. Tu as faim? Ai-je demandé. Oui. Puis, après un temps. On peut prendre comme d'habitude? Comme d'habitude, c'était le petit dîner près de la Highway 20, avec ses banquettes en vinyle craquelé et la serveuse qui apportait toujours à Ethan son burger nature. Sans poser de questions. Nous nous sommes garés sans en parler davantage. À l'intérieur, rien n'avait changé. La clochette au-dessus de la porte a tinté. Le café coulait. Quelqu'un se plaignait du prix de l'essence. La vie continuait, intacte, indifférente aux tribunaux et aux tableaux à plusieurs millions. Ethan s'est installé en face de moi. Il a enlevé son pull, l'a plié soigneusement et posé à côté de lui. Ses mains reposaient à plat sur la table. Tu as été vraiment bien aujourd'hui, ai-je dit. Il a hoché la tête. C'était bruyant. Je sais. Mais c'était juste. Ce mot est resté avec moi. Juste. Pas vengeance. Pas victoire. Juste. En rentrant, la maison avait l'air comme toujours. La peinture écaillée sur la rambarde du porche. L'ampoule qui vacillait, prête à rendre l'âme. À l'intérieur, les odeurs familières, vieux bois, marque de café, une pointe de diluant provenant de l'atelier d'Ethan dans la pièce libre. Il est allé directement là-bas. La toile était déjà installée, en attente. Il est resté un long moment devant, respirant, doigt tapotant légèrement dans son rythme régulier. Puis il a pris un pinceau. Je l'ai observé depuis l'embrasure de la porte, sans qu'il me remarque. Les premiers traits étaient précis, mesurés.
Puis plus libre. La tension que j'avais vue en lui ces dernières semaines s'est dissipée, remplacée par cette concentration profonde que j'avais appris à reconnaître comme sa paix. Je suis retournée dans la cuisine et j'ai mis la cafetière en marche. La vieille machine a vibré et protesté comme toujours. J'ai souri. Pendant des années, j'ai cru que la force, c'était se tenir droit et riposter. Élever la voix. Prouver quelque chose au monde. Mais ce n'est pas cette force-là qui nous a menés ici. You for listening. La force, c'était rester quand quelqu'un s'en allait. La force, c'était choisir la patience plutôt que l'amertume. La force, c'était laisser un garçon silencieux devenir un homme qui savait exactement qui il était. Plus tard ce soir-là, Ethan a apporté la toile dans le salon. Elle n'était pas terminée, mais je la voyais déjà. Un couloir de tribunal. La lumière qui entrait par de hautes fenêtres. 2 silhouettes marchant côte à côte. Elles ne se tenaient pas la main, mais elles étaient assez proches pour que ça compte. Ça s'appelle après, a-t-il dit. J'ai dégluti difficilement. C'est magnifique. Il a haussé les épaules, mais un léger sourire a traversé son visage. Nous n'avons plus reparlé de Richard. Pas ce soir-là. Presque plus jamais. Il est retourné se perdre là où il avait été toutes ces années, et je n'ai ressenti aucun besoin de le suivre. L'argent est resté là où il devait être, dans un trust destiné à protéger, pas à tenter. La vie n'est pas devenue parfaite d'un coup. Les factures continuaient d'arriver. Le Porsche avait toujours besoin de réparation. Je m'inquiétais encore parfois plus que nécessaire. Mais le poids avait disparu. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais élevé Ethan seul. Maintenant je sais que ce n'est pas vrai. Nous nous sommes élevés l'un l'autre. À travers le silence. À travers les difficultés. À travers ces longues années où personne ne regardait. Si vous avez déjà dû tenir bon en silence. Si l'on vous a déjà sous-estimé parce que vous ne criez pas. Si vous avez déjà porté quelque chose de lourd plus longtemps que cela ne semblait juste. J'espère que cette histoire vous rappellera que la patience peut être puissante, et que la dignité est une forme de victoire que personne ne peut vous enlever. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour la partager, y réfléchir ou continuer à suivre d'autres récits comme celui-ci. Des histoires où la vérité l'emporte sans cruauté. Et où la justice arrive sans bruit. Merci d'avoir écouté.